Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de On vous donne la parole sur Studio Qualita comme tous les mercredis, et nous sommes donc après 48 heures de la folie du mondial, et pourtant on parle encore de cette victoire de l'équipe de France. Et avec nous pour en parler ce matin, nous avons Samuel qui est en ligne avec nous, un supporter de l'équipe de France. Alors Samuel, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu t'es remis de la victoire de l'équipe de France ou pas encore? Ah ouais, hier on était à Tel Aviv, c'était une soirée agitée, une super soirée. Ouais. Un petit peu arrosée, donc on n'a pas beaucoup dormi, mais ça va. Ouais. Voilà, on a repris l'activité ce matin, donc ça va. Mais c'est une grande joie. Alors raconte-nous un peu comment tu as vécu cette victoire, et comment où as-tu suivi justement ce match de l'équipe de France? On était sur Tel Aviv, près de Yafo, Ouais. dans un bar qui réunissait beaucoup de Français, de supporters de l'équipe de France. Et on est arrivé 2 heures avant, on a commencé à faire on s'est préparé pour le match, et à la fin on a fait la fête. C'était vraiment, en tant que supporter de l'équipe de France, c'est ma première Coupe du Monde en Israël, et c'est la plus belle. Parce que on a vraiment fêté la victoire comme il se doit. Je sais pas, j'ai mis des vidéos sur Facebook. Ouais. Et j'ai vraiment vécu une vraie fête. Alors on va parler un peu de la fête, comment tu as fait la fête et comment vous avez fait la fête, et aussi un peu de l'interaction peut-être avec les Israéliens. Mais avant, on va parler un peu quand même foot, Ouais. de cette équipe de France. Alors tu es un grand sportif, on sait, tu es entraîneur toi-même, et tu aimes beaucoup le sport. Alors honnêtement, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de l'équipe de France? C'est une équipe qui a énormément de réussite. C'est-à-dire que c'est pas une équipe qui est très belle à voir. C'est-à-dire on a connu d'autres champions, d'autres équipes qui ont gagné la Coupe du Monde, qui jouaient beaucoup mieux au football. Mais c'est une équipe qui était vraiment efficace et solidaire. Ça veut dire que c'était pas la victoire du beau jeu. Parce que quand on regarde le match hier soir, je trouve pas que l'équipe de France a été très belle à voir. Mais c'est une équipe qui a été solidaire, solide défensivement, et avec un super esprit de groupe. C'est l'esprit d'équipe qui a surtout gagné. Ouais, c'est l'esprit d'équipe. C'est pas la victoire du beau jeu comme par exemple il y avait l'Allemagne en 2014 ou l'Espagne en 2010. Ça c'était vraiment du grand football. Mais là, quand on regarde tous les matchs de l'équipe de France, à part peut-être le match contre l'Argentine, on n'a pas vu du grand football. C'est-à-dire on a vu une équipe solidaire, combatif, ils couraient tous les uns pour les autres. Mais à aucun moment des premiers matchs des éliminatoires contre le Pérou, le Danemark et l'Australie, jusqu'au dernier match, on n'a jamais vraiment vu une équipe qui pratique un excellent football. Mais vraiment une équipe solidaire et combative, et avec un état d'esprit irréprochable. Ça, c'est grâce à son entraîneur? Je pense, Didier Deschamps. Didier Deschamps, de toute façon, il est réputé. Ces équipes ne pratiquent jamais un beau football, mais ces équipes gagnent. D'accord. Ces équipes gagnent, et il crée vraiment un esprit d'équipe, Deschamps. Et même quand il était joueur, il est réputé pour ça. Alors, comment ça s'est passé la fête? Raconte-nous un peu qu'est-ce que vous avez fait, et puis aussi un peu votre interaction, parce qu'on a l'impression quand même que c'était une victoire, surtout en fait, de la communauté, on va dire, française qui vit ici en Israël. On a eu d'ailleurs quelques échanges, peut-être tu l'as suivi sur Facebook, entre certains qui disaient pourquoi être supporter de l'équipe de France lorsqu'on sait ce que la France fait à Israël, etc. Comment tu l'as vécu, toi? C'était vraiment, tu étais fier hier d'être français? Alors moi, je pense qu'il faut, si on mélange sport et politique, on est foutu. Ouais. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Il faut faire la part des choses. Il faut vraiment faire la part des choses, sinon on est foutu. C'est comme moi, par exemple, je suis un grand supporter du PSG, et souvent il y a des gens qui viennent me voir en me disant: tu supportes l'équipe financée par le Qatar, le Qatar qui finance le Hamas. Après, on fait des raccourcis. Des raccourcis. Après, on va nous dire: vous supportez l'équipe de France. Mais Macron, il a condamné Israël récemment. Chirac, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il était pro-palestinien. Sarkozy, il a fait ci. Hollande. On s'en sort plus. La France a collaboré. On s'en sort plus. Ces discours-là, j'en ai un petit peu marre. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire, si on est en Israël, c'est parce qu'on aime ce pays. On est citoyen israélien. Mais faut faire la part des choses. On va pas dire à
à un Tunisien de 80 ans qui écoute de la musique arabe, t'as pas honte, t'es un islamiste. Il faut essayer de faire la part des choses. Le sport, c'est le sport. La politique, c'est la politique. Évidemment, si Macron il vient en Israël, on va pas se déplacer pour l'applaudir. Mais là, c'est une victoire sportive. On est né en France. Et c'est la victoire de l'équipe de France de football. C'est pas la victoire de Emmanuel Macron, de François Hollande ou de Giscard d'Estaing, on s'en fout. Par contre, si l'équipe de France arrive en Israël, je suppose que tu feras partie des premiers à aller les applaudir. Complètement, parce que c'était un grand moment pour toi hier. Voilà, en tant que supporter français, il y a rien à dire. Et moi, j'ai vécu la victoire de 98. J'étais en France, j'étais très jeune, j'avais 12 ans. Ouais. La victoire à l'Euro 2000 également, j'étais aussi jeune. Et là, c'est la fois où j'ai vu la plus belle fête parce que il n'y avait pas d'émeute. Parce que en France, je ne sais pas si vous avez vu hier, on a vu ça. Des policiers attaqués, des feux de poubelle, des émeutes, tandis que les Français en Israël, ils ont vraiment fêté l'événement comme il se doit. C'était bon enfant, c'était une véritable joie en fait. Mieux qu'à Paris, mieux qu'à Marseille, mieux qu'à Lyon, vraiment. Très bien. Merci beaucoup Samuel de nous avoir parlé de la victoire de l'équipe de France. Merci, bonne journée. Bonne journée à toi. Bye bye. Et nous continuons notre émission. On vous donne la parole sur Studio Qualita avec à présent Yves Ayache qui est avec nous en ligne et avec qui on va parler aussi de la Coupe du Monde et de l'équipe de France. Bonjour Yves, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Alors vous avez suivi de près aussi ce mondial. On va parler d'un autre aspect de ces jeux, de ces matchs qui ont eu lieu en Russie. Mais avant, dites-nous un peu vos impressions après la victoire de la France. Quelle impression que je vous donne? La France, elle a gagné, oui, c'est bien. Ouais. Alors justement, c'est un peu pour ça que vous vouliez intervenir, que vous vouliez parler. C'est parce que on a vu un peu une polémique sur les réseaux sociaux justement entre ceux qui ont donc été supporters de l'équipe de France, qui sont des franco-israéliens, on va dire, des gens qui habitent depuis longtemps en Israël, et puis ceux qui étaient contre justement. Qui n'étaient pas contre l'équipe de France, mais qui trouvaient ça un peu étrange que lorsqu'on est israélien, lorsqu'on vit en Israël, on puisse aimer l'équipe de France et supporter l'équipe de France. Alors, votre position à vous? Oui, on peut aimer l'équipe de France, ça c'est pas un problème. On peut aimer l'équipe du Brésil, on peut aimer l'équipe de n'importe quel pays. Bon, j'ai trouvé un peu déplacé, excessif de s'identifier à l'équipe de France, à la France, comme si les franco-israéliens étaient toujours, ils habitaient toujours en France, quoi, comme si ils étaient concernés directement, quoi. Mais pourtant, on va dire, puisqu'on est tous, on vient tous de France, on a quand même des attaches. C'est un peu compréhensible quand même alors peut-être qu'on s'identifie pas, mais lorsqu'on parle de la France, on se sent un peu touché. Non, c'est vrai, on est toujours sensible quand on parle de la France, parce que c'est vrai qu'on habitait en France longtemps, on est né en France. C'est vrai qu'on est sensible. Enfin, il n'y a pas que les francophones, il y a les Américains, les Israélo-Américains, tous les pays du monde. Ils ne sont pas en train de... Chaque fois que le Pérou il gagne au football, il n'y a pas tous les Pérouviens d'Israël qui sortent dans la rue avec les drapeaux péruviens. Voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est tout. Je trouve que c'était un peu, je sais pas, déplacé, excessif, quoi. Bon, maintenant, on peut soutenir n'importe quelle équipe sportive, c'est pas un problème, hein. C'est pas un problème. J'habitais à Paris et j'aimais bien le Brésil, quoi. C'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Et puis bon, il y a aussi l'aspect, souvent je lis, oui, mais on mélange pas le sport et la politique, c'est une grave erreur. C'est faux, c'est complètement faux. C'est-à-dire que vous ne voyez pas de différence, c'est-dire qu'on ne peut pas... Attendez, quand vous soutenez quand même une équipe, l'équipe, c'est vrai qu'on peut aimer purement le sport au premier degré, mais quand même, il y a tout derrière, quoi. Il y a quand même tout ce il y a tout ce qu'il y a derrière. On ne peut pas quand même aimer l'équipe d'Allemagne en 1933 et dire, on oublie les nazis. On peut quand même pas, même si ce n'est pas comparable. Bien sûr, c'est pas comparable. On ne peut pas faire de comparaison. Un exemple fort,
Parce que souvent les gens, on mélange pas le sport et c'est faux. Le sport tout est lié à la politique. Hein, voilà, donc en fait, vous, lorsque vous voyez l'équipe de France, vous voyez pas seulement l'équipe de France et ses performances sportives, mais vous voyez aussi ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la politique française, la politique du Quai d'Orsay, qui est contre un peu Israël. Allô? Alors, on a du mal à... Yves, vous êtes avec nous encore? Yves? En fin de compte, tout est lié. Et on ne peut pas séparer une chose d'une autre. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Donc, on ne vous a pas très bien entendu à un moment, Yves. Donc, oui. vous disiez qu'en fait, tout est lié, que vous ne pouvez pas faire de différence entre la politique française et particulièrement la politique anti-israélienne du Quai d'Orsay et de la France et le fait de se réjouir pour cette équipe. Allô? Ouais. On vous a pas entendu encore une fois, mais on a compris votre message que, en fait, la victoire de la France ne vous a pas spécialement réjoui, en fait. Non, pas du tout. Et puis ça ne me concerne pas tellement. Ça vous concerne pas. Vous vous concernez pas. Mais non, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans le sud d'Israël. Ouais. C'est que la guerre qui se prépare au nord et au sud. C'est des choses comme ça, quoi. C'est beaucoup plus. Pour moi, c'est beaucoup plus important que la victoire. Ça vous est resté indifférent. Et vous avez quand même du mal. Vous pouvez comprendre quand même que certains se réjouissent ou c'est. Il y en a qui, je peux comprendre tout le monde, c'est pas un problème. Ouais. Maintenant, on peut comprendre et accepter. Et partager, c'est différent. C'est tout. On peut comprendre. Évidemment, chacun peut avoir des sentiments différents. C'est évident. Mais enfin, il y a des choses quand même qui sont un peu difficiles. Ouais. Il y a un peu des choses difficiles. Bon, très bien. Merci en tout cas, Yves, d'avoir partagé avec nous votre point de vue, parce qu'il est quand même partagé par certains. On l'a vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours et c'était important de l'entendre. Merci en tout cas, Yves. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, après avoir parlé donc de cette finale et de ce mondial, on va passer à un autre sujet, totalement différent, mais qui a quand même par rapport à l'actualité, on va dire historique, un rapport, puisqu'il y a 2 jours exactement, le 16 juillet et le 17 juillet, nous avons célébré une page un peu sombre de l'histoire de la France avec la rafle du Veldiv. Et on va revenir justement sur pas spécialement cette page d'histoire, mais sur l'histoire de la France à cette époque. Et nous avons avec nous Félix Pérez qui veut nous en parler. Bonjour Félix. Bonjour. Alors, vous voulez nous parler justement du mythe de la France vainqueur. Alors, de quoi il s'agit ? Ah oui, alors c'est pas la France vainqueur de la Coupe du Monde, parce que là c'est pas un mythe. Par contre, on est en contact direct avec cette célébration du 16 juillet, de la responsabilité de la France pendant la guerre, puisque la France a été vaincue en 1940, et elle a été même plus que vaincue, puisqu'elle a contribué avec l'Allemagne, elle est rentrée en guerre contre les Alliés à plusieurs reprises, notamment avec la prise d'Alger. Elle a tenté de prendre Alger avec les Allemands et à plusieurs reprises, pas systématiquement, mais à plusieurs reprises, elle est rentrée en guerre contre les Alliés, la France. Et malgré cela, à la fin de la guerre, la France a été considérée dans le camp des vainqueurs, jusqu'à siéger au Conseil de sécurité de l'ONU et même jusqu'à occuper l'Allemagne. Ouais. Alors il y a donc un paradoxe évident. C'est un peu contradictoire. Voilà. Et j'ai voulu creuser ce paradoxe il y a quelques années. J'ai travaillé une dizaine d'années sur le sujet. Ouais. J'ai écrit un livre qui est sorti il y a 3 ans sur ce mythe de la France vainqueur. Et ce mythe a permis justement à considérer, si la France était vainqueur, à considérer que la France n'avait pas de responsabilité dans les déportations des Français, des Juifs de France à Vichy. Puisque la France était dans le camp des vainqueurs, Vichy n'était pas la France. Voilà. Donc il y avait plusieurs paramètres, notamment ça. Oui. Alors en fait, quand on regarde de plus près, quand on travaille, je vais essayer de résumer ce travail, il y a 2 facteurs. Il y a le facteur lié à De Gaulle qui crée un mythe, qui le fabrique réellement. Et puis il y a des facteurs extérieurs qui vont l'aider et concourir à la réussite de ce mythe.
Alors, si vous voulez, on va d'abord parler du travail de De Gaulle, qui fait un véritable travail de création d'un mythe. Oui. Alors, premier paramètre, il déclare que la France légale est à Londres. Alors, la France légale n'est pas du tout à Londres, parce que légalement, le régime de Vichy est absolument légal. Il a été élu démocratiquement, avec une minorité de 80 opposants et 320 favorables. Donc, le régime de Vichy est absolument légal. Et on peut donner quelques exemples, mais par exemple, les États-Unis avaient leur ambassade non pas à Londres, mais à Vichy. Oui. C'est que les États-Unis ne sont rentrés en guerre que très tard. Et jusqu'en novembre 1942, l'ambassade des États-Unis était à Vichy. L'ambassadeur Lee est à Vichy. Il n'a rien à voir avec Londres. Et même après, quand les États-Unis entrent en guerre, Londres n'est pas pour eux l'interface, c'est Giraud. Donc pas du tout la France de Londres. Ça reste Giraud, leur homme représentant la France. Donc la France légale n'est pas à Londres. Et c'est pourtant ce que le général de Gaulle a essayé de faire croire, en fait. Voilà. Alors, deuxième paramètre, la France résistante. La France est à monde, elle est résistante. Alors, la résistance est absolument surdimensionnée. Bon, il y a eu notamment un livre de Vivorca en 2013, très sérieux, moi j'ai fouillé un peu plus même là-dessus. Quand on regarde le nombre de résistants, on arrive entre 50 000 et à la fin, vraiment tout à la fin de la guerre, 100 000 résistants actifs contre des collaborateurs entre 100 000 et 160 000, quand on regarde, collaborateurs actifs. Hein. Donc on voit déjà que la France résistante. Et alors ensuite, quand on regarde ce que la France fait, De Gaulle demande à ce que les Français ne fassent pas de résistance active, parce que les représailles sont trop fortes, donc c'est une résistance passive, diffusion de journaux, enfin des petites choses comme ça. Les seuls résistants actifs sont le FTP-MOI, les résistants juifs qui tuent des Allemands, donc c'est très très peu. Les résistants français sont plutôt passifs, et au moment du débarquement, savez-vous combien de Français sont dans le débarquement? 177 seulement. Ouais. Le reste des Français s'étaient préparés, mais ils n'ont pas pu agir puisqu'ils n'étaient pas suffisamment préparés. Donc voilà. Et même si on va plus loin, vous connaissez des figures comme le maréchal Juin, c'est un héros français. Et ben le maréchal Juin, figurez-vous que jusqu'en 1943, il est dans le camp adverse, il est dans le camp de Vichy. Il va même travailler avec Göring en décembre 1941. Il y a une rencontre célèbre entre le maréchal Juin et Göring, dans lequel les deux travaillent à comment l'Allemagne et la France pourront travailler militairement ensemble. Donc le maréchal Juin est un collaborateur actif, ce que De Gaulle a ensuite caché, évidemment. Hein. Pas les historiens connaissent ça, mais ça a été un peu voilé, disons, au minimum par les historiens. Bon, il y a plus connu Couve de Murville, Schumann. Oui, il y a quand même quelques figures de la résistance. Voilà, non, pas de la résistance, mais qui ont collaboré. Oui, qui ont collaboré. Secrétaire d'État aux Finances, quand même. Tout à fait. Secrétaire d'État aux Finances, spoliation des biens juifs, Couve de Murville, Schumann, le général Delattre, pareil, il a beaucoup moins que le maréchal Juin, et puis il est passé dans le camp adverse, dans le camp allié beaucoup plus tôt. Voilà. Alors ensuite, à la Libération, il y a une armée française de libération. Alors l'armée française de libération, pareil, elle est surdimensionnée. Quand on regarde par exemple les pertes, la France annonce qu'il y a 77 000 pertes. Oui. Quand on va fouiller, on regarde dans les archives françaises, je ne sais pas inventer, les 77 000 pertes incluent les blessés. Et alors on joue sur les blessés et les morts et les disparus. En fait, quand on regarde les morts et les disparus, il y a 22 000 morts et disparus contre 220 000 alliés, donc 10% à peine. Et c'est pas 77 000 sur 220 000, c'est 22 000 sur 220 000, quand on met des chiffres comparables. Et sur ces 22 000, il y en a 11 000 de la métropole et 11 000 d'Afrique noire et musulmans, donc qui ont été recrutés de force, qui n'avaient rien. Donc vous voyez, très 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 peu de la métropole, 5%. Donc c'est aussi un mythe. Et pareil sur les volumes qui débarquent, etc. Voilà, donc... Est-ce que ce mythe a été, on va dire, cassé, ou est-ce que c'est quelque chose qui existe toujours encore de nos jours? Il existe pas mal. Il existe pas mal de nos jours. Ce qui commence à être cassé, c'est que la France légale n'est pas à Vichy, mais que la France n'est pas à Londres, mais est à Vichy. Ça commence.
la France porte une responsabilité, etc., ça commence à être cassé. Sur le fait que la France n'a pas gagné, non. Il y a eu par exemple le livre de Cordier, l'adjoint de Jean Moulin, qui s'appelle Caracalla. Donc l'adjoint de Jean Moulin, c'est quand même quelqu'un qui était aux premières loges, qui a écrit 5 tomes, qui sont fantastiques, qui montrent comment la résistance est pas du tout unie, qu'il y a un mythe de la résistance unie derrière De Gaulle, qui montre comment De Gaulle fait des faux pour démontrer que la résistance est unie, des faux antidatés, faux en texte, etc. Pourtant, c'est quelqu'un qui était aux premières loges, qui n'a pas intérêt à écrire ça, puisqu'il était l'adjoint de Jean Moulin, et une aigreur envers De Gaulle, mais il décrit l'histoire, hein. Il faut lire ses livres. Mais tout ça, ça a été un peu masqué parce que ça gêne un petit peu, évidemment. Il faudra du temps, il faut encore, à mon avis, une dizaine d'années. Oui, parce que on parle de grandes figures de la France, et c'est quelque chose qui gêne un peu. Moi, j'ai été voir une exposition en 2015 à Paris sur ces sujets-là. Et Delattre était toujours encensé, la France vainqueur, etc., etc. C'est pas encore. Il faudra, à mon avis, encore une dizaine d'années. Voilà. Alors sur les facteurs externes, si vous avez le temps. Oui, encore 2 minutes. Alors sur les facteurs externes, il y a d'abord les États-Unis, les 4 premières figures américaines, donc Roosevelt et les 3 responsables de la politique extérieure, soit l'un est très très vieux et les 3 autres vont mourir 1 an au maximum après Yalta, donc ils sont mourants. Et donc ils n'aiment pas du tout De Gaulle, mais alors pas du tout. Sauf que ils sont mourants, donc ils vont laisser Eisenhower, qui est l'homme le militaire, qui conquiert l'Europe, ils vont lui laisser le champ libre, parce que c'est lui qui a la vigueur et la force. Et lui, son sujet, c'est pas la politique, son sujet, c'est d'aller envahir librement l'Europe, et donc de laisser quelqu'un en place en France, et ça lui convainc très bien, qui est De Gaulle. En plus, De Gaulle a le même profil militaire que lui. Ils ont fait à peu près les mêmes écoles, enfin le même type d'école en même temps, ils s'entendent très bien. Donc voilà, donc De Gaulle bénéficie d'un facteur favorable. Staline, pareil. Staline est très content d'avoir un gaulliste qui va pas être pro-américain à fond, De Gaulle, parce qu'il va être plutôt anti-américain, ce qui est le cas de Gaulle. Donc il est content d'avoir quelqu'un qui va être des deux côtés. Et puis il y aura un donnant-donnant, puisqu'en échange de la sympathie de Staline envers De Gaulle, De Gaulle laissera les syndicats revenir, les communistes revenir aux premières loges, et on va voir la CGT, etc., revenir aux premières loges après la guerre, on se demandera pourquoi, et c'est ce donnant-donnant. Et enfin, la Grande-Bretagne, Churchill a une sympathie permanente avec De Gaulle, c'est je t'aime moi non plus, mais une sympathie, et puis surtout, Churchill ne veut pas être en première loge face aux Allemands en cas de réinvasion, de 3e guerre avec l'Allemagne, et il sera très content d'avoir une France forte qui fera tampon entre l'Allemagne et lui. Et donc lui, ça l'intéresse d'avoir une France forte installée, etc. Donc il a 3 facteurs favorables De Gaulle, voilà. Très bien, merci en tout cas Félix pour tous ces éclaircissements sur cette page de l'histoire de France. Voilà. Et donc on rappelle le titre de votre livre. Le mythe, alors c'est le mythe de la France vainqueur, voilà, et c'est un livre intéressant qui analyse tout cela plus en détail, évidemment. Très bien, merci beaucoup Félix, merci à vous. À bientôt sur Studio Qualita. Voilà, nous avons terminé cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine on vous donne la parole sur Studio Qualita. Et la semaine prochaine, nous parlerons des caisses maladies avec un spécialiste qui sera dans nos studios et qui répondra à vos questions concernant justement tout le système médical en Israël. Alors, si vous avez des questions que vous posez sur les caisses maladies, sur les Kupot-Cholim et sur les caisses médicales en Israël, vous pouvez nous appeler et nous laisser un message sur notre boîte vocale au 050 430 80 20, 050 430 80 20, et un spécialiste vous répondra la semaine prochaine en direct sur Studio Qualita. Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne semaine, à mercredi prochain, bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.